On a souhaité, dans Carcassonne, travailler sur cet aspect de réalisme. On a travaillé avec des historiens pour s'assurer que tous les matériaux, que tous les éléments qu'on allait créer correspondaient au mieux à cette époque. On leur a posé plein de questions sur la taille des épées, le poids des épées, une journée pour quelqu'un au Moyen-Âge avec combien de messes, combien de tours de garde. Et avec ça, on crée plein de petits détails, on rythme le monde et tout de suite il devient plus crédible. Nous avons travaillé à un projet qui est à l'interface de la technologie, de l'art, des sciences humaines. Et donc il a fallu rendre cette immersion la plus convaincante et la plus juste possible du point de vue de l'histoire. Tout ce qui est création des environnements 3D, c'est passé par la rédaction de fiches. C'est un travail de longue haleine en fait de recréer un monde parce qu'il y a tellement de détails à reproduire que c'est des recherches constantes de nouvelles sources, de nouvelles informations. La restitution de la cité dans son ensemble a été rendue possible grâce à une modélisation 3D en nuage de points qui a permis une base de travail des plus solides. On a imaginé 27 zones de 300 mètres carrés sur 21 lieux différents avec plein de détails cachés, plein de petits dialogues, plein de petits éléments qui gratifient aussi le fait d'être curieux et de se balader dans ces lieux. On a été assez créatifs pour certains espaces, notamment la salle disparue au-dessus de la cour du Midi, donc, dans laquelle travaille le sénéchal, à partir de maigres sources et de témoignages en fait, d'archéologues, de beaucoup d'hypothèses. Le Duc a laissé beaucoup d'aquarelles, des dessins sur lesquels on a pu se baser pour certains endroits. Mais il s'agit d'une restitution presque ex nihilo, restituer le décor peint de l'ancienne cathédrale alors qu'il n'en reste pour ainsi dire rien. Et pour l'ambiance sonore, on a eu à cœur de travailler sur cette notion d'écho et de spatialisation du son. Et dans ce monde virtuel, vous pouvez entendre que le son résonne parce que vous êtes à l'intérieur d'une tour au milieu de soldats. Ou vous pouvez également sentir le vent, entendre le vent autour de vous parce que vous êtes tout en haut des remparts. L'innovation qu'on a voulu pousser, c'est notamment les cascades en motion capture, en collaboration avec des coordinateurs d'escrime historique et un coordinateur de cascade qui s'est occupé de synchroniser l'ensemble pour avoir des combats qui puissent être à la fois vrais historiquement parlant et en même temps très visuels et impactants pour les visiteurs pour qu'ils aient cette sensation de vivre des combats à l'épée épiques. On va commencer à créer le monde dans le moteur virtuel. Ensuite, on recrée ça physiquement. Et tout ce qui va être utilisé après dans les animations, on va les reproduire comme un accessoiriste au cinéma pour faire ce qu'on appelle la motion capture, donc la captation des mouvements des acteurs. Le gros du travail, ça a été au niveau de l'imagination en fait. Le fait de se persuader dans sa tête de voir des choses. Mais c'est vrai que sur le tournage, on est dans un entrepôt avec des câbles, des machins, on a tous une combinaison avec des points. Ce qui était plus compliqué, c'était justement les trucs physiques à faire, de devoir vraiment pousser une porte quand il n'y a pas vraiment de porte et juste une plaque à pousser, ou toutes ces petites choses très physiques à faire. Il y a une séquence où on est dans le marché et donc là il y avait effectivement les comédiens qui étaient avec nous pendant la motion capture, qui faisaient tous ces marchands dans les étals et tout. Et moi, je me balade au milieu de ça. Et franchement, j'étais dedans, quoi. J'étais vraiment au marché. Toutes les scènes de combat ont été faites par des cascadeurs. C'était les techniques à l'épée de cette époque-là. C'était assez marrant de découvrir ça. Au Moyen-Âge, si on est gaucher, on est considéré comme diabolique. Même si je suis gaucher, je vais être droitier à la fin. Et dès le début, on va les forcer à faire ça. Jean-Baptiste est gaucher. Et du coup, on ne pouvait pas faire un personnage qui manipule son épée de la main gauche. Et donc, on a dû travailler toute la manipulation de l'épée en tant que droitier. En fait, ça s'approche plus du théâtre pour tout ce qui est mouvement, parce qu'il y a tout le corps qui est scanné et qui est pris, donc il faut être assez précis et assez large, voire exagérer un petit peu les mouvements, ce qu'on ne fait pas du tout au cinéma. La motion capture, ça pardonne pas. Chaque mouvement est visible. Il nous fallait passer par là, par la case cascade, par la case mouvement dynamique, pour provoquer la même sensation aux visiteurs que s'ils avaient pu être devant un champ de bataille. Pour renforcer l'immersion et la crédibilité de ces éléments-là, il fallait que nos personnages puissent réagir. On peut voir par exemple Simon se faire projeter par un boulet lors d'une explosion en haut d'une tour. C'est un moment marquant pour les visiteurs qui a pour but de renforcer l'immersion, mais avec cet aspect spectacle, grandeur nature. Alors le doublage, ça a été une autre épreuve en soi, complètement à part entière. Tu arrives au milieu d'une salle et il y a, je sais pas, peut-être plus de 200 caméras qui t'entourent. On te demande de grimacer, de sourire en exagérant. Et je voyais, moi, ma tête, mon corps, faire les mouvements que j'avais faits. Et là, il fallait que je mette la voix dessus.
La difficulté, c'est justement ça, c'est retrouver les intentions de jeu et l'énergie des répétitions en étant juste dans une salle sans pouvoir avoir les mouvements. Une fois qu'on a les animations et les graphismes, là les intégrateurs, qui sont toujours dans le pôle design, vont faire l'équivalent de ce qu'un monteur, on va dire, va faire au cinéma. On va créer l'histoire à partir de tout ce qu'on reçoit de tous les autres corps de métier.